Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danse, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Saïdo Lelou, chorégraphe, membre du collectif Faire et de Bad Trip Crew, artiste associé au Théâtre de la Ville. Dans sa dernière pièce, Témoin, un ballet avec 20 danseurs-interprètes emblématiques de la scène hip-hop, il clôture un cycle de création initié avec Apache et affirme pleinement les marqueurs de son écriture. Tour à tour curateur, performeur, breaker, danseur ou créateur, il raconte ses vies de danse en construction permanente et indissociable du hip-hop et du collectif. On l'écoute avec joie. Bonjour Saïdo. Bonjour Dorothée. Merci d'être là. Avec plaisir. Je suis ravi d'être avec toi. Moi aussi, de passer un moment. Ouais, carrément, c'est trop cool de pouvoir avoir un peu de temps pour discuter. J'ai longtemps écouté ce que tu faisais sans jamais vraiment avoir eu l'occasion de te rencontrer plus que ça, donc c'est vraiment cool. C'est le moment de faire connaissance. Toi, tu sors de plein de représentations de ta dernière pièce Témoin, avec 20 danseurs au plateau. C'est ça, Témoin, 20 danseurs et danseuses au plateau. C'est une pièce qui réunit deux équipes d'autodidactes, pour certains chorégraphes, pour d'autres performeurs, pour d'autres interprètes, pour d'autres juste danseurs, danseuses au quotidien, qui ne sont pas spécialement professionnels de la danse, mais qui ont nourri mon parcours sur ces 20 dernières années, avec qui j'ai eu beaucoup d'expériences différentes. Mais qui ont le feu de la danse. Qui ont le feu de la danse, ouais, bien plus que ça, complètement. Et cette notion d'autodidacte, j'ai vu à plusieurs reprises que c'était quand même quelque chose qui était très ancré dans la présentation de Témoins. C'est important pour toi de se dire que ce sont des personnes qui se sont auto-formées. La notion d'autodidacte, elle est assez particulière parce qu'elle ne néglige pas le fait ou elle repousse pas le fait qu'il y en ait certains ou certaines qui ont eu des formations académiques ou qui ont pris des cours de danse ou qui ont appris un vocabulaire d'esthétique particulière. Je mets le point sur le fait qu'ils ont, au fur et à mesure de leur parcours, chacun et chacune, ont fait le tri de ce qu'ils ont pu apprendre pour en sortir leur propre vocabulaire, pour être au plus juste de ce qu'ils expriment. Et ça, pour moi, c'est très important. Enfin, souvent, on me dit il y a énormément d'esthétiques différentes, de cultures dites de la marge, ou des clubs, ou des street style. Mais oui, certes, ça représente des cultures très fortes, mais ça reste quand même, pour moi, des individualités déjà qui ont des prénoms, qui ont une histoire, qui ont un parcours, qui ont des choses à revendiquer qui vont plus loin que ces 50 dernières années du hip-hop, et donc qui ont aujourd'hui des écritures du mouvement qui sont propres à chacun et chacune d'entre elles. Enfin, tu vois, quand tu regardes Mehdi Baki, Endo Ange, Raphaël Stora, Lumi, Mouniana Sangar, enfin, c'est des gens qui viennent d'esthétiques au départ et qui ont très vite développé des singularités et qui, pour moi, font, par le regroupement, l'assemblage de toutes ces individualités très fortes, l'image de notre culture, l'image de notre environnement, l'image de notre société, et que c'est possible d'être côte à côte malgré tout ce qu'on porte et ce qu'on a à dire. Et c'est comme s'ils avaient atteint pour toi une certaine forme de maturité esthétique et que toi tu les cueilles à ce moment-là pour les mettre en lumière. Complètement. Sur ton plateau. Parce que je me suis posé la question au départ de quel est le challenge supplémentaire qu'on peut amener à des interprètes comme eux qui sont constamment dans des questionnements, dans de la recherche. Comment je pourrais les challenger? Ça a été vraiment sur l'aspect social, c'est-à-dire à travers son art, à travers la façon de s'exprimer, côte à côté d'une autre entité, à côté d'une autre histoire. Comment on continue à exister avec la valeur de ce que l'on est, la valeur de ce qu'on représente. La question que je leur ai posée, c'est... Qu'est-ce que tu leur as posé comme question? C'est quelle est la raison pour laquelle ils décident encore, à travers leur personne, leur danse, leurs revendications, d'aller s'exprimer au plateau. Qu'est-ce qu'ils ont encore à dire et surtout, qu'est-ce qu'ils ont encore à expérimenter
aux côtés d'autres personnes qui sont souvent, pour la plupart, des parcours singuliers et individuels. Quand on vient de ces esthétiques-là, on se construit par soi-même, bien sûr dans l'observation des autres, bien sûr dans l'inspiration de son environnement et des autres, mais il y a beaucoup de travail sur soi, il y a beaucoup de travail sur soi-même pour choisir les mots qu'on souhaite exprimer, la façon dont on veut être compris et trouver la justesse pour atteindre sa complexité. Ouais, pour faire groupe aussi. Pour faire groupe, complètement. Ouais. Sans se mettre de côté, sans se mettre au premier plan, en oubliant que les autres sont là. Il y a vraiment une volonté dans Témoin de justement pour faire prendre conscience qu'on n'existe pas sans les autres. Et témoins, pourquoi ? Parce que c'est un passage de relais ou c'est aussi parce qu'ils sont témoins et acteurs ? Parce qu'ils sont témoins et acteurs et parce que toutes les personnes conviées à ce projet-là, que ça soit équipe technique, équipe de lieu, public, sont témoins d'un moment. Sur Témoin, pourquoi il y a la présence d'une vingtaine d'interprètes au plateau ? C'est pour donner l'importance au regard que les autres portent sur son témoignage et comment il est regardé et de quelle façon il est soutenu ou questionné. On se raconte quelque chose. On se raconte avec les autres. Tu disais faire groupe. Il y a un écho aussi, faire société ensemble. Complètement. Parce qu'au-delà de l'esthétique hip-hop, il y a ce truc-là de dire j'ai l'impression d'être témoin en tant que spectateur d'un écho de notre monde, du moment. Et cette urgence aussi à dire au plateau, toi, tu avais envie d'entendre quoi quand tu les as interrogés ? Qu'est-ce que j'avais envie d'entendre ? J'avais envie simplement... Ou qu'est-ce que tu as entendu, tu vois, pas forcément envie d'entendre, mais qu'est-ce que tu as entendu ? J'ai entendu plein de choses. J'ai entendu la nécessité d'être au plateau par rapport à la consécration des interprètes à leur carrière, à leur esthétique. Une reconnaissance. Exactement, une reconnaissance. Certains ont exprimé le fait que pour eux, la nécessité d'aller au plateau, c'était un don de soi, parce qu'il y a le paramètre du public et que c'est, en plus de la pratique de la danse, il y a cette nécessité de don de soi et de laisser quelque chose sur le plateau. Ça, c'était assez touchant de voir que les interprètes avec qui je travaille font don de leur personne au plateau. Ça, c'est quelque chose pour moi qui casse le quatrième mur. Alors, Saïd Olelou, on t'a pas présenté. Saïd Olelou, oui, excusez-moi. Oui, voilà, c'est bien moi. Membre du collectif Faire, artiste associé au Théâtre de la Ville, au Théâtre du Cratère. Ça existe toujours, ça, ou pas ? Ouais, carrément. C'est toujours artiste associé au Théâtre du Cratère, ok. Yes. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut ajouter ? Donc, danseur, chorégraphe. Ouais. Membre et fondateur du Bad Trip Crew. Yes, ça c'était dans les années 2000. Exactement, qui est toujours là en fonction... avec plus d'une 50aine de membres très divers, pour certains qui font du rap, d'autres qui font de la compétition, d'autres qui font à manger, d'autres qui organisent des événements, d'autres qui donnent des cours. Donc passeur de la culture hip-hop, c'est ce que t'es toi aussi. Ouais. Et la place de chorégraphe, celle que tu occupes pleinement en ce moment, t'es heureux à cet endroit-là ? Complètement, ouais. J'ai l'impression qu'une nouvelle fenêtre s'ouvre à moi aujourd'hui, parce que Témoin, ça a été un peu aussi la volonté de mettre un point final à cette expérience qui a été Apache sur ces 6 dernières années. Oui, parce qu'il y a eu, alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, bon, on va faire la chronologie, bien sûr, on va aborder ton parcours, etc. Mais donc il y a eu Apache en 2018. D'ailleurs, tu le présentes au concours Danse élargie. Exactement. Ouais. 2018. Ouais. Tu as eu Earthband en 2021. Ouais, c'est ça, Earthband avec Johanna Faye, ouais. Carrément. Et là, Témoin. Et avant ça, il y a eu d'autres choses avec Johanna. Ouais. Et donc voilà, ça a été pour moi la volonté de mettre un point final à ce cycle-là, dans le sens où il y a eu une envie de mettre en valeur toutes les personnes qui ont nourri ce process-là sur ces 6 dernières années. Donc la majorité des interprètes qu'on voit sur Témoin, c'est des personnes qui ont énormément participé à la construction et à l'expérimentation d'Apache dans divers espaces, autant dans la composition musicale que dans les rôles qu'ils ont joués dans la performance. Et aujourd'hui, ça a été d'axer le travail plus sur leur individualité, leur personnalité. Et aussi, secrètement, il y en a qui m'ont dit, oui, dans Apache, on adore être là, mais tu passes beaucoup de temps avec les personnes qui sont conviées au projet en tant qu'amateurs, amatrices. Et du coup, nous, on est toujours un peu mis de côté. Et du coup, ça m'a posé la question de comment je traite la réunion de toutes ces personnalités fortes que je convoque, parce qu'il y a une revendication commune. Mais là, j'ai senti qu'on me posait une autre question.
quelle est la sensibilité et l'écriture que tu veux traiter avec nous et pourquoi nous. Pourquoi les as-tu choisis, c'est ça? Oui, exactement. Donc tu clôt un cycle. Et tu parles d'expérimentation. Pourquoi expérimentation dans Apache? Parce que c'était finalement ta première pièce de groupe un peu forte. C'est ça, l'expérimentation, parce qu'on a tout le temps des participants et participantes très divers, dans des espaces aussi très divers, qui peuvent être la place Pina Bausch sous la canopée de Châtelet, qui peuvent être dans une école, à la sortie d'un théâtre, dans une gare, dans la Halle Martenot à Rennes, ou aux usines Fagor à la Biennale. Et la volonté d'expérimentation, elle est souvent dans l'invitation d'autres artistes qui viennent de régions différentes, en fonction de où est-ce qu'on le joue. C'est une semaine de process et de création où on invite des gens qu'on rencontre. Enfin, à Lyon, j'ai invité des gens à faire Apache que j'ai rencontrés dans des bars le mardi soir, et la performance était le samedi. Pour moi, c'est important d'avoir cette possibilité-là. Il y a des artistes qui viennent sur Apache le jour J, et ils savent que c'est chez eux, donc ils vont faire la perf sans même que moi je sois au courant. Donc voilà, l'expérimentation, elle est là, c'est qu'il y a toujours quelque chose auquel on ne s'attend pas. Moi, je laisse cette ouverture-là, et elle est décidée par ceux qui le vivent. Des ouvertures qui peuvent être des accidents, mais des accidents pour sublimer du beau. Ouais. Mais c'est ça ton idée, toi tu défends ça, c'est-à-dire quand tu dis expérimentation dans des lieux qui sont différents, ça c'est un truc que tu portes depuis toujours, c'est mettre la danse où tu peux. Et aussi, ce que j'ai pu lire, c'est de se dire, en convoquant comme ça des personnes que tu rencontres finalement à quelques jours de la représentation, c'est aussi aller saisir ces instants qui sont précieux. Complètement, c'est aussi la possibilité de laisser la place à une certaine fragilité, à une certaine façon de s'exprimer. Une personne qui vient s'exprimer le jour J, mais avec qui on n'a pas travaillé sur la semaine, mais qui respecte chaque personne qui est là, et à qui on laisse la place de s'exprimer et de rentrer dans le jeu, c'est une façon pour moi de montrer qu'il y a une acceptation. Là, quand on l'a fait pour la réouverture du Théâtre de la Ville sur la place du Châtelet, avant de démarrer la performance, j'ai fait le tour du public en disant, si vous avez envie de rentrer, rentrez. Et il y a 3-4 personnes du public qui ont compris ce qui se passait et qui sont rentrées au moment des courses, au moment des marches, au moment des cercles, au moment des arrêts. La performance, le théâtre, la représentation, l'espace public, pour moi, tout est théâtre, tout endroit est théâtre à partir du moment où une personne saisit son instant d'expression. À partir du moment où tu le décides. À partir du moment où tu décides, exactement. Pour moi, dans mon travail, il y a, plus précisément dans Apache et dans Earthbound aussi, mais il y a toujours la possibilité qu'une personne se saisisse de l'instant. Et est-ce qu'il y a aussi une manière de faire perdurer le spirit, la culture hip-hop aussi, en agissant ainsi? Complètement. Ouais, est-ce que c'est quelque chose, déterminant complètement ça. Après, je pense que ça fait partie d'un état d'esprit qui a été nourri par l'environnement dans lequel j'ai grandi, mais bien plus que la découverte de la culture hip-hop, je pense que c'est aussi lié à l'environnement social, à l'éducation, à mes origines, aux personnes que j'ai pu rencontrer, aux discussions que j'ai pu avoir, aux personnes que j'ai pu regarder aussi beaucoup. On est dans une ville qui est très riche de déjà tout ça. Maintenant, c'est simplement de le mettre en valeur pour qu'il soit continuellement présent. Ouais. Et là, tu dis que tu clôt un cycle ? Ouais, carrément. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la marche d'après, c'est quoi alors tu y penses ? Ouais, la marche d'après, je sais pas si j'ai... Enfin, j'ai des propositions, et j'ai des envies, mais j'ai envie qu'elles prennent le temps Moi, je crois beaucoup en la loi de l'attraction, et du coup, des choses qui me traversent, même si ce sont des volontés, des énergies, des idées, je vais les noter quelque part, mais elles vont venir se rapprocher de moi au fur et à mesure du temps. Ouais, et ça, je le laisse venir avec les expériences, avec les discussions, avec la curiosité. En ce moment, j'ai envie de lire, de voyager, de rencontrer de nouvelles personnes, de me prêter à des exercices qui sont inconnus. Je suis invité au Kunstmühle à Hambourg, où je dois monter 7 performances dans 7 musées différents sur un parcours ou en simultané. Donc c'est une nouvelle façon c'est une nouvelle façon de voir les choses. Et aussi, je me rapproche de la curation, c'est-à-dire que je rencontre et découvre et accompagne beaucoup d'artistes à travers le centre chorégraphique de Rennes et de Bretagne avec le collectif. Et c'est tout un écosystème
que j'invite aussi dans mon expérimentation et que j'ai envie de mettre en avant dans certains lieux. Pour l'avenir, il y a plein de choses qui peuvent se dessiner, c'est juste leur laisser le temps d'arriver. Je suis pas trop pressé. Puis il faut faire vivre témoin. C'est ça, quand exactement. Même, finalement, elle est très récente, cette pièce. C'est ça. J'ai compris ces dernières années, vraiment, à titre perso, qu'il faut se laisser du temps, il faut se laisser de l'espace, et des choses qui ne vont pas se vivre aujourd'hui, malgré la volonté qu'on peut avoir, viendront avec le temps, et peut-être sous différentes formes. Et j'ai toujours un peu fonctionné de cette façon-là. J'imagine la création de façon très intime, c'est-à-dire qu'un projet, une volonté d'exprimer quelque chose qui me traverse avec l'émotion qu'elle m'amène, à partir du moment où ça a déjà existé, la création est déjà faite. Ensuite, c'est une forme. C'est un objet qui prend une forme, c'est quelque chose qu'on décide de mettre en forme pour lui donner une accessibilité. Mais si moi, aujourd'hui, je te parle d'un projet et que je t'en parle avec toute la conviction que j'ai, tu as déjà accès à cette création. Donc des fois, il y a des choses, pour moi, elles n'ont même pas besoin d'exister sous une forme matière. Parfois, juste la discussion. Ou être traversé par l'idée. Exactement, c'est déjà une forme de création pour moi. Mais toi, en tant que chorégraphe, quand même, tu as cette envie de partager, d'aller plus loin que la simple idée qui te traverse, c'est l'amener sur un plateau ou ailleurs, d'ailleurs, dans des espaces publics, et de la partager. Ouais, c'est ça. Carrément. C'est ça, être chorégraphe pour toi. C'est ça, et c'est aussi... pour moi, être chorégraphe, déjà, c'est un choix. J'ai choisi le plateau, parce que j'aime le plateau, parce que j'aime la boîte noire, parce que j'aime ce qu'elle m'offre comme espace vide, et je le considère, je respecte beaucoup le plateau, parce que c'est bizarre, mais c'est une page blanche, et du coup ce cheminement de construction, ce cheminement d'aboutissement à une idée, ou ce cheminement d'expérimentation à une idée qui amène à autre chose, et ben ça c'est quelque chose qui me touche beaucoup, et de voir aussi d'autres personnes se saisir de ces espaces-là, le partager, dessiner l'espace, ouvrir à la découverte de personnalités, d'idées, d'esthétique, d'énergie. Bah ça, c'est un espace intemporel. C'est vraiment un espace intemporel. Maintenant, il y a des cadres aujourd'hui qui sont limitants pour l'expression, mais je trouve que je peux me permettre des choses qui sont plutôt cool. Et tu as une idée j'imagine que oui, mais de ton écriture aujourd'hui, elle est constituée de tout ce que tu as traversé, de tout ton parcours. Ce qui compose ta manière de faire, tu sais un peu plus ce que tu as envie de partager dans l'écriture du geste au plateau, ou tu te laisses finalement traverser par l'énergie du groupe. Je pense que c'est très... j'y ai beaucoup pensé l'année dernière. Parce que je travaille avec beaucoup de gens qui ont plein de convictions. Enfin, tu vois, sur la pièce que tu es venu voir, Témoin au Théâtre de la Ville, il y a 11 chorégraphes. Donc, tu vois, je travaille avec des gens qui ont... il faut composer avec ça. Exactement, il faut composer avec ça, qui ont plein de convictions, qui ont plein d'idées, qui ont plusieurs façons de voir les choses, qui peuvent questionner avant de faire quand ils se prêtent au jeu d'interprète. Et du coup, j'ai pris le temps, parce qu'au final c'était une sacrée claque pour moi de travailler avec autant de chorégraphes et autant de personnes à qui je voulais amener un certain challenge, mais sans me positionner, c'est-à-dire de trouver quelque chose de commun et de faire plaisir à chacune d'entre eux pour trouver leur place dedans. Mais au final, je me suis rendu compte que ce qui leur manquait, c'était le fait de m'exprimer sur quelle était la part de mon écriture et de ma personnalité dans ce travail-là pour qu'ils puissent s'en saisir. Et du coup, j'en suis arrivé à me dire, attends, qu'est-ce que tu aimes chez toi et qu'est-ce que tu aimes dans ton travail? Et j'ai compris que c'était mon écoute, ma patience, ma poésie, ma finesse dans le geste. Et tout ça a permis de faire des choix sur la composition et sur la direction. Et sur ce que je souhaitais mettre en avant. Parce que oui, je peux faire le choix de présenter que l'état brut de ces formes-là et de ces personnalités-là, mais moi j'ai une autre approche. Mais oui, tu l'as pas fait par exemple dans Témoin, parce que je me suis dit, tu avais 20 danseurs virtuoses au plateau, parce que chacun dans leur
techniques, oui, Ouais, complètement. dans leur esthétique, qui sont virtueuses. Et on n'a pas eu cette démonstration de virtuosité. Et je pense que c'était voulu. On était au contraire dans quelque chose de très délicat, de subtil, des moments très doux dans les individualités. Et puis après, dans les moments de cohésion, de groupe. Moi, je comparais ça à des murmurations d'oiseaux. J'avais l'impression d'avoir effectivement des... Mais voilà, ça fait partie de mon approche et de mon écriture. Et je m'en suis rendu compte en retraçant un peu ce que j'ai créé jusqu'à aujourd'hui. Wildcat, qui est sur le toucher félin dans le break français. Ischio avec Johanna, qui est sur la mémoire du corps et la relation forte entre deux personnes, comment un vocabulaire se crée à partir de deux vocabulaires ancrés, forts, qui continuent à se chercher, ou même sur Fact. Et tout ça, en fait, c'est moi, et je peux pas faire abstraction de ça. Surtout quand c'est des parts de ta personne que tu aimes et que tu apportes à d'autres. Et en fait, c'est l'énergie qui se déploie dans la confrontation des êtres que toi, tu arrives à saisir finalement et à orchestrer, à tisser. C'est un peu ça. C'est surtout l'un des plus gros challenges sur ce genre de projet, ou même dans mon travail en général, même dans un collectif. C'est de tisser des liens entre des identités... j'allais dire des identités fortes, mais en fait, c'est juste des identités qui s'affirment avec une certaine complexité. C'est des personnes qui ont beaucoup d'amour et de passion pour les autres. Si je me trompe pas, Munyana Sangar a énormément de respect et d'amour pour Gerson dans sa façon de s'exprimer, mais pourtant elle a aussi et inverse. Enfin, c'est-à-dire que Gerson est autant passionné par la présence de Munya au plateau et ce qu'elle représente dans sa culture. Et maintenant, c'est comment ces personnes-là s'écoutent et se portent et se donnent la place et acceptent les fragilités des uns et des autres, parce que souvent dans nos cultures, on n'a pas trop la place à montrer ses fragilités. Et ça, c'est ce que tu fais, toi, c'est ce que tu apportes en tant que chorégraphe, c'est les conditions pour que il puisse y avoir ce travail-là. D'écoute. Parce que pour moi, le milieu du spectacle vivant, qui est différent de plein d'autres formes artistiques, c'est la possibilité d'avoir, même dans un moment de performance, même dans un moment de représentation, une continuité dans le process individuel, dans le process de l'artiste, de ne jamais mettre de côté ce qu'on traverse au quotidien, en tant que danseur, danseuse, chorégraphe, créateur lumière ou compositeur son, d'avoir ce moment où, même si on est en représentation, et la représentation est très importante, on ne met pas de côté notre personne, et on se présente tel qu'on est. Toujours en construction. Toujours en construction. Et c'est ce qui permet peut-être pleinement pour toi d'être, je vais le redire, pleinement dans l'instant, en fait, c'est un peu ça, c'est de convoquer... ça, j'essaye de leur rappeler ce truc de présent. Ouais, là, de présence. Ouais. Et il y a des techniques d'acting ou c'est comment tu arrives à les conduire sur ça, tu vois, sur cet état de... C'est leur faire prendre conscience que le premier, deuxième et troisième plan sur la pièce a autant de valeur. Parce que c'est pas parce qu'on est inactif que notre présence n'a pas de légitimité, de valeur, et surtout parfois le regard a plus de sens et plus de valeur que la personne qui témoigne, parce que la façon dont on va porter ses yeux et regarder ce témoignage, elle va nous donner un accès et une direction. Je me rends compte avec le temps que pour arriver à comprendre une personnalité, une esthétique, un mouvement, on a besoin d'avoir un liant. Pour moi, la place de chaque personne au plateau, elle est aussi sur ce travail de transmission, comme s'ils décryptaient à travers leur présence et leurs yeux pour d'autres qui sont curieux. Et ça, je trouve ça hyper important parce que on est des êtres complexes et on est dans une société complexe et on vient de cultures complexes qui sont intemporelles et nourries de tellement de choses que accompagner, ça fait pas de mal. Ouais. Alors toi, de quoi es-tu fait, de quoi es-tu constitué? T'as grandi dans la musique? J'ai grandi dans la musique, j'ai grandi... Comment j'ai grandi, moi? Avant d'arriver à la danse, il y avait quand même cet environnement très musical. Ouais, dans ma famille, complètement. Ouais. Bah ouais, après, moi, je suis né en Algérie, je suis venu à l'âge de 3 ans en Seine-Saint-Denis, à la Plaine Stade de France. À la Plaine Saint-Denis. Oui, c'est Stade de France. Exactement, maintenant c'est Stade de France, ouais. Et j'ai grandi en banlieue parisienne, dans le Val d'Oise après ça. Et
toujours en aller-retour entre la France et l'Algérie, parce que mon père lui, restait en Algérie. Et du coup, moi, tu sais, j'ai une maman qui a 9 frères et sœurs, un papa qui a 9 frères et sœurs, donc j'ai à peu près 75 cousins, cousines. Les réunions familiales. Exactement, t'imagines, c'est des mariages tous les 2 mois, des réunions de famille très souvent, et de la musique très souvent. Et surtout, en fait, la musique, elle n'était pas spécialement musicale, mais c'est parce qu'elle était très... Enfin, c'est pas spécialement j'ai grandi dans la musique, c'est que j'ai grandi dans du bruit et de la présence. J'ai grandi dans des groupes de gens qui parlaient beaucoup, qui faisaient beaucoup de sons avec... Ouais, c'est ça, en fait. C'est que j'ai passé beaucoup de temps dans les salons de coiffure de mes tantes et dans les cuisines de mes tantes et de ma mère. Parce que j'ai toujours trouvé ça plus attractif et intéressant que les groupes d'hommes, où c'était très tabou dans les discussions, très limité quand il y avait une présence d'enfants. Alors qu'en vrai, dans les cuisines ou dans les salons de coiffure... on t'oubliait. On oublie facilement, et du coup, c'était très riche. Et du coup, voilà, j'ai grandi dans ça, et puis j'ai grandi dans des quartiers, toujours avec du monde, toujours avec la possibilité d'aller voir quelqu'un. J'ai grandi dans des groupes, en fait. Et toi, dans la position que tu avais dans les groupes, c'était quoi ? Au début, j'ai beaucoup observé. Ouais, j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup suivi, parce que je suivais toujours un peu les personnes plus grandes que moi. Donc j'ai beaucoup regardé, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup essayé de faire comme. Et petit à petit, avec toute cette observation, toute cette analyse, j'ai commencé à faire des choix, à prendre des décisions. Après, je suis le grand frère dans ma famille, j'ai un petit frère et une petite sœur. J'ai jamais vraiment pris ce rôle de grand frère ou de grand frère, parce que j'ai toujours eu la volonté d'apprendre des plus grands. Donc c'était assez particulier dans ma relation avec mon frère et ma sœur. Mais inconsciemment, j'ai quand même toujours été un exemple pour eux, parce que je suis le plus grand, et c'est comme ça. Donc, mais après, voilà, moi j'ai grandi comme ça. Et la vie d'artiste, la danse ? C'est arrivé à l'âge de 15 ans, avec un groupe de potes avec qui j'étais au foot, et qui, eux, ils venaient plus à l'entraînement de foot. Du coup, je me suis demandé ce qu'ils faisaient, je les ai croisés, ils m'ont dit, nous, on va s'entraîner à la MJC, parce qu'il y a les grands qui font du break. Et du coup, je les ai suivis un jour, et puis je suis arrivé dans cette salle qui s'appelle les Campanules. J'ai rencontré Gilles Comica, Boris aussi, des grands qui breakaient, Lassana, je m'en rappelle. Et je suis tombé tout de suite amoureux de cette pratique-là, mais c'est venu parce que juste avant, je faisais du parcours, de l'art du déplacement, parce que le Yamakasi était sorti et que j'ai rencontré... Ah oui, tu faisais ça. Ouais, avant ça, je faisais ça. Du coup, une tête brûlée. Exactement. Du coup, j'aimais aller dans les chantiers qu'il y avait autour, et aller sauter un peu partout, rentrer dans les chantiers interdits, et apprendre à faire des acrobaties, etc. Et puis j'ai rencontré les gars de Yamakasi, et voilà, j'ai fait ça, j'ai fait du parcours. Mais après, il fallait que je fasse un choix. Mais du coup, je suis resté à m'entraîner et à apprendre d'abord les danses dites debout, c'est-à-dire pop, lock, hype à l'époque. Il y avait quoi encore ? Locking. Le popping, le locking, la hype, le break aussi. Et après, je me suis spécialisé dans le break. Après, je me suis spécialisé dans le break. J'ai fait du crump aussi au début, quand Rise est arrivé. Franchement, c'était l'époque où j'essayais tout. Mais sauf que mes potes, on a monté un groupe très rapidement de break qui s'appelle Bad Trip, mais qui était toujours en lien avec... dans Bad Trip, il y a aussi des danseurs des danseurs debout, d'autres que tu connais certainement en plus, qui sont encore sur la scène aujourd'hui. Et voilà, après j'ai fait des battles, j'ai fait des spectacles de rue, après j'ai essayé de vivre de mon truc. Du coup, et dans le mouvement, tu trouves quoi à ce moment-là ? Dans le break ? Dans toutes ces pratiques gestuelles que tu traverses ? En fait, c'est assez particulier, parce que vu que j'ai commencé à l'âge de 15 ans, moi j'ai fait du hip-hop d'abord comme la possibilité d'être contestataire. Tu vois, d'avoir ce rapport contestataire à la société, à ma famille, à l'environnement. Mais tu vois, sans vraiment penser aux convictions en soi. C'était juste, j'ai 15 ans, je suis dans mon adolescence. C'est une identité. Voilà, c'est ça, tu vois, j'ai envie de faire ce que personne fait et ce que personne revendique, et je le fais avec mes potes. Et c'est assez bizarre, c'est un peu se sentir... illégal, mais avec quelque chose de valorisant et un peu associé à mon identité. Tu vois, je suis un jeune Algérien, franco-algérien,
qui a une double nationalité, qui a une double identité, qui est très nourri de sa culture algérienne, mais qui est aussi très nourri de sa culture française dans les banlieues, qui est une autre culture en soi. Et ouais, dans le mouvement, je découvre plein de choses. Je découvre la patience, je découvre la persévérance, je découvre la revendication, je découvre la possibilité de s'exprimer par l'exploit. De la virtuosité, enfin, de virtuosité, exactement. Des défis physiques, en exactement. fait. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, voilà. Et de pouvoir le faire à la sortie du collège, avec mes potes autour. Donc, tu vois, il y a un truc un peu de trouver sa place et chercher sa place au quotidien. Et par le corps. Et par le corps, ouais. Complètement. Et puis après, petit à petit, ça devient plus introspectif. Du coup, tu passes plus de temps à l'entraînement, tu essayes de comprendre ton poids, tu essayes de comprendre le poids du sol, l'espace que tu as. Qu'est-ce qui fait ta danse? Quelles sont tes inspirations? Quelles sont tes signatures? Moi, j'ai passé beaucoup de temps à chercher des signatures parce que je voulais que personne ne puisse faire ce que je faisais. Tu vois, dans le break, il y a beaucoup cette idée de signature-là. Et de trouver son vocabulaire. J'allais m'entraîner à la défense beaucoup. Moi, je suis arrivé à la fin de la période de Châtelet. Et j'allais m'entraîner beaucoup à la défense. Et on est toutes là, ensemble, à chercher des choses qui ne sont pas identiques. Donc, c'est trouver son identité. Donc, toi, tu avais un rapport très particulier au sol, au toucher. Ouais, exactement. Qui est resté, d'ailleurs. Et qui est resté encore aujourd'hui. Et moi, ouais. Et c'est quelque chose que je défends beaucoup aujourd'hui. C'est-à-dire que, tu vois, on parle beaucoup aujourd'hui du diplôme d'État, de la transmission, etc. Mais... du breaking au JO. Du break au JO. Et il faut bien comprendre quelque chose, et qui est pour moi d'une grande importance, c'est que toutes ces danses, elles se sont construites dans des environnements, dans des environnements différents, à des températures différentes et avec des textures différentes et des espaces qui sont différents aussi, des petits espaces comme des espaces très ouverts, dans des sous-sols comme dans des quatrième étages de parking ouverts. Et toutes ces expérimentations-là, elles donnent la richesse de chaque esthétique. Donc, tu vois, par exemple, je parlais avec Germain avant-hier, Germain JR Sniper, un crumper, qui est parfois invité dans des conservatoires à donner des workshops, et on lui dit d'enlever ses chaussures pour le tapis. Mais il fait du crump. Donc c'est très compliqué de faire du crump en chaussettes. Enfin, et du coup, et même je parle avec beaucoup de danseurs issus des danses hip-hop, comme le pop, le lock et tout ça, et qui transmettent aujourd'hui dans des studios, au quotidien, face à un miroir, là où eux, ils ont pratiqué leur danse, et ils ont appris leur danse dans des environnements complètement différents, sans miroir, dans des clubs, des fois à travailler avec leur ombre en bas de chez eux pour pouvoir comprendre le design de leur forme. Et je trouve que toute cette richesse-là, elle ne peut pas être mise de côté par des cadres, parce qu'elle apporte une compréhension, même presque sociologique, scientifique, et en valorisant l'environnement. On parle de danse urbaine, alors que c'est des danses qui ne sont pas urbaines, c'est des danses qui sont urbaines, rurales, je sais pas moi, cosmiques, j'en sais rien. Enfin, tu vois, on peut donner plein de définitions en fonction de populaire de l'entrée qu'on a. Et ça, pour moi, c'est important de le rappeler au quotidien, parce que formaliser des cultures ou des esthétiques à des cadres déjà existants, c'est ne pas vouloir changer la société. Alors qu'aujourd'hui, la société, elle a besoin de se transformer. Elle a besoin de se transformer dans plein de choses, dans son architecture, dans sa philosophie, dans son rythme. Elle doit s'adapter à sa relation à l'autre. À sa relation à l'autre, exactement. Et si cette société-là, on n'est pas prêt, nous, à la transformer, eh ben, on va simplement s'adapter à des cadres déjà établis, et du coup, qui ne correspondra pas à la naissance de ce que nous on fait. Mais ça, c'est un grand chantier. Et faire avancer aussi, c'est ça que tu dis. Oui, complètement. Bon, et toi, tu as fait avancer ta culture hip-hop à ce moment-là. Ouais, de façon... À ta manière, en étant acteur, un contributeur. Ouais, complètement, de façon différente, de façon très différente, ouais, en accompagnant des artistes, en donnant la possibilité à des lieux, à des directeurs, directrices de lieux, à découvrir aussi la richesse de tous ces artistes-là, de toutes ces cultures-là, de comment elles sont pratiquées, comment elles sont respectées, comment elles s'organisent, comment elles existent, comment elles sont présentes, comment elles sont contemporaines.
Mais il y a encore beaucoup de travail sur la compréhension de ces milieux-là, sur leur nécessité, sur leur volonté, sur leur passion, sur leur architecture, sur sur comment elles existent. Et elles ont aussi beaucoup de choses à apprendre. Parce qu'en fait, là, je parlais avec un jeune danseur là, en conférence avant-hier, Pakissi de Suisse, et je sens qu'il y a beaucoup de volonté dans le milieu du hip-hop à avoir ses propres lieux, à avoir sa propre économie, à avoir la même valorisation que les autres formes esthétiques. Que les autres formes esthétiques, alors qu'aujourd'hui, il y a assez de lieux. Ils ont juste besoin de changer ces lieux-là dans leur fonctionnement, dans leur adaptation à de nouvelles énergies, à une nouvelle jeunesse en fait, tout simplement. Enfin, je prendrais l'exemple simplement du CNSM. Le CNSM n'a pas de section hip-hop en musique, alors qu'aujourd'hui, l'histoire de la musique hip-hop est très riche. Et du coup, ce que ça fait, c'est qu'il y a énormément de jeunes compositeurs, producteurs, productrices, compositrices qui n'ont pas accès à tous ces outils-là, alors que c'est des outils quand même qui permettent une certaine exigence et une émancipation de leur savoir-faire. Et aussi, c'est aussi découvrir des savoir-faire qui peuvent amener une autre approche. Et donc pour moi, aujourd'hui, c'est ça, c'est surtout avancer vers la possibilité de donner une accessibilité à toutes les personnes qui créent dans des outils qui existent déjà, qui n'ont pas besoin d'être ajoutés. La majorité des personnes qui ajoutent aujourd'hui des structures, c'est du privé, c'est du Red Bull, et qui vont du coup cloisonner des esthétiques et des cultures parce qu'elles les privatisent. Et cette privatisation, ça éloigne du public en fait. De l'accessibilité. De l'accessibilité. C'est pour ça que toi, on a parlé de tes débuts, de ton crew. Après, tu deviens danseur-interprète, notamment pour Storm. Exactement. Tu commences à chorégraphier. Tout se interprète avec Wang Ramirez pendant longtemps. Wang Ramirez. J'ai appris beaucoup de choses. Ouais. Duo avec lui, d'ailleurs. Tu commences en duo avec lui. Exactement. Apache, 2019, Collectif Faire. C'est ça. À la tête du CCN, quand tu disais on n'a pas besoin de créer de nouveaux lieux. C'est ce que tu incarnes aussi par ta posture avec ton collectif. C'est de se dire on investit un lieu qui existe, un centre chorégraphique national, celui de Rennes, avec un collectif et avec le hip-hop. Ouais, avec le hip-hop, parce que chacun et chacune d'entre nous vient de cultures différentes dans la grande culture qui est celle du hip-hop. Ousmane Sy qui vient de la house culture, Bouzida Tatman qui est de la même génération que moi et qui est du même secteur. On a grandi dans un même environnement, à faire des concours chorégraphiques ensemble, à faire des battles, aller dans les mêmes salles d'entraînement, celle du Galillon, à Aulnay-sous-Bois. On vient du même arbre généalogique, on va dire, qui remonte jusqu'au collectif Jeux de Jambes, qui lui est spécialisé dans le locking. Donc le locking, c'est toute une autre culture qui est sur la funk, avec Linda Efford qui vient du popping mais qui a développé une approche très singulière, et avec Ifradia qui est l'un des premiers breakers de France des années 80 donc dans ce collectif il y a un aspect intergénérationnel et de parcours très différents, et c'est ce qui représente pour moi la grande culture et la grande famille qui est le hip-hop. C'est sa diversité d'actions, de pratiques et de temps. J'ai oublié, on a démarré avec Johanna Faye aussi. J'ai oublié Céline et Marion, qui sont toutes les deux directrices de production et d'administration, avec qui on a commencé chez Garde-Robe, qui est une structure mutualisée, j'allais dire qui était, mais qui est toujours une structure mutualisée basée sur l'émergence des chorégraphes hip-hop, même si le mot émergence est très discutable en fonction des parcours de chacun et chacune, parce qu'ils peuvent très bien être émergents au plateau, mais sauf que ça fait 20 ans, 30 ans qui créent de la matière. Qui créent de la matière et qui transmettent aussi, surtout à l'international, beaucoup pour certains, et qui ont formé beaucoup de gens. Et du coup, il y a cet appel à candidature au centre chorégraphique. On se dit pourquoi pas. On avait commencé aussi, je me rappelle, avec Sandrine Lescourant, à ce moment-là, qui faisait aussi partie de Garde-Robe. Et qui n'a pas continué l'aventure parce qu'elle avait besoin de se découvrir ailleurs et autrement. Ouais, donc il y avait quand même il y a ce projet de grandir. Complètement. Et d'aller ensemble dans ce challenge à découvrir
un outil qui est celui d'un centre chorégraphique, avec un cahier des charges, avec une possibilité de lien entre les cultures dont on vient, l'expérimentation qu'on avait envie de continuer, et celui du rapport à l'institution. Et toi, tu l'as senti à quel moment, ton point d'inflexion là, dans ton parcours ? Parce qu'on est passé très vite là, du danseur qui breakait à la défense, à celui qui est dans le collectif faire. T'as senti qu'il y avait qu'il se passait quelque chose pour toi à partir de quel moment ? Aujourd'hui. C'est parce que c'est aujourd'hui, carrément. C'est là, je prends conscience. Après, vrai, aujourd'hui. Même après 5 ans à la tête du collectif. Parce que tu vois, le collectif s'appelle Faire, donc il est beaucoup dans l'action. Donc la prise de conscience, elle est souvent très courte. Ouais. Tu vois, moi, genre aujourd'hui, on me dit t'essayes de le loup, et pour toute une génération, ou pour toute pour tout un environnement, des fois, on me dit. Merci pour ce que tu fais ou pour ce que tu représentes, merci pour ta parole, elle est importante pour nous, on m'invite, etc. Mais moi, je m'en rends pas compte au quotidien, parce que pour moi, le travail n'est jamais fini, il est constant, il a besoin d'être divulgué, il a besoin d'être... Enfin, c'est quelque chose de quotidien, en fait. Tu vois, c'est à l'image du hip-hop, c'est quelque chose de contemporain, de quotidien. Il n'y a pas besoin de marquer le temps sur ce qu'on apporte, de marquer... toujours en construction. Toujours en construction. Enfin, tu vois, oui, on est arrivé au CCN en 2019, mais peut-être qu'on n'est même pas encore arrivé au CCN. Tu vois, je sais pas comment dire. Ouais. Tu vois, c'est parce que pour moi, le truc, il est encore en hybridation, en mouvement, et il change constamment. Chaque saison, il y a des nouvelles initiatives. Bien sûr que des fois, il faut marquer les choses et il faut les établir. Mais est-ce que c'est à nous de le faire ? Et artiste associé au Théâtre de la Ville ? Ça c'est cool, ça. Ouais, ça c'est cool. Et surtout, en fait, c'était assez touchant ce moment-là, parce que Claire Verlet est venue voir Apache à la Biennale de la Danse en 2020, je crois. Et en fait, sur cette forme d'Apache, on a investi l'usine Fagor, et c'était juste à la sortie du Covid. Et du coup, c'était très restreint en termes de public. Et sur le même week-end, on a présenté Apache, et le lendemain... le Master Cypher de Ousmane Sy. Et j'ai travaillé toute la semaine de façon très intense, parce que j'ai travaillé avec deux écoles là-bas. Donc il y avait un groupe de semi-pro plus 20 danseurs pro, entre guillemets, parce que danseurs pro c'est simplement... Enfin, sur Apache, c'est simplement ceux qui décident, comme tu disais tout à l'heure. Et 10 qui venaient de Lyon et 10 que j'ai invités d'ailleurs. Pour moi, c'était important de mettre en avant les artistes que j'avais envie d'inviter de Lyon, parce que c'est des artistes... moins mis en lumière, peut-être ? Moins mis en lumière, et surtout qui ne sont pas spécialement... attentifs ni touchés à ces espaces-là. Donc j'ai passé du temps avec eux, chez eux, à passer des soirées avec eux, aller dans des soirées techno, aller dans des bars, aller rencontrer d'autres artistes que eux connaissaient. Et donc c'est un peu ma forme de détection. Tu vois, ma forme de détection, c'est la vie, c'est le quotidien. Et des fois, c'est intense. Parce que tu dors 3 heures, parce que tu es sorti à 4 heures du matin d'un club, mais en fait, tu as rencontré la personne qui va être à un moment le rôle principal de ta performance. Enfin, tu vois, Enfin, tu y laisses une partie de ta vie, quoi, dans ce genre de projet. Mais du coup, le Apache a été assez impressionnant et très touchant à ce moment-là, parce que les 70 personnes qui l'ont vécu de façon très intense et de façon très... Enfin, c'était à eux, ça ne m'appartenait plus, ce moment-là. Et c'était très fort. Et Claire Verlet, à la sortie de ça, me propose d'être artiste associé au Théâtre de la Ville. Et c'était un peu un goal pour moi. Cadeau. C'était un cadeau, c'était aussi une forme de reconnaissance. Et aussi, j'ai fait le Théâtre de la Ville avant qu'il ferme, avec Wang Ramirez, sur Borderline, aux Abbesses, comme Sarah Bernard, qui est maintenant Sarah Bernard, mais qui n'était pas Sarah Bernard à l'époque. Et tu vois, Témoin... dans ma tête, ça existait déjà à cette époque-là, pour la réouverture du Théâtre de la Ville. Donc tu vois, je te disais, moi, je crois beaucoup en la loi de l'attraction, et en fait, les choses se filent, les choses s'assemblent comme ça avec le temps, mais en restant sincère et juste avec ses convictions.
et comment le parcours se crée aussi par lui-même. On y amène bien sûr sa volonté et son savoir-faire, mais il y a quelque chose qui se fait de l'ordre de l'ensemble en fait, et ça les incidences de la vie. Exactement. Et la réouverture avec du hip-hop, complètement. C'est aussi dingue de dire la réouverture du Théâtre de la Ville avec une scène hip-hop virtueuse. Complètement. Après, moi, tu sais, je pense que le hip-hop a toujours été là dans les théâtres. Enfin, franchement, tu vois, depuis les années 90 ou peut-être même avant, je sais pas. Moi, mon dernier souvenir, c'est 92 avec le festival de Suresnes, tu vois, mais je pense qu'il a toujours existé. Les danseurs et danseuses hip-hop, après, je sais pas depuis quand. Ça pouvait pas exister avant la naissance du hip-hop, mais ça va être difficile. Mais, voilà, mais tu vois, je pense qu'il y a toujours eu ça. Mais tu vois, je considère que le hip-hop a toujours eu ses lieux de représentation, et c'est simplement qu'est-ce qu'on considère comme un théâtre. Pour moi, une salle d'entraînement, un battle, des danseurs qui se saisissent d'un moment à la fontaine de Pompidou. Bah, c'est leur propre théâtre en fait, tu vois, le théâtre existe sous ses différentes formes, donc le hip-hop... C'est leur théâtre de la ville à eux. C'est ça, exactement, tu vois, et maintenant la question c'est comment on accepte et on accompagne et on supporte le fait que les théâtres ne soient pas spécialement que sous cette forme-là. J'en parle beaucoup à des chorégraphes et à des jeunes chorégraphes. Si la boîte noire n'est pas l'espace pour s'exprimer, il faut juste demander au lieu de les soutenir où est-ce qu'eux souhaitent se produire, dans quel environnement ils souhaitent se produire. Et c'est souvent lié à ce qu'ils souhaitent exprimer, ce qu'ils souhaitent expérimenter, et de quelle façon ils ou elles veulent l'exprimer. Des fois, peut-être que la boîte noire, c'est pas le lieu où on a envie de raconter quelque chose. Moi, j'y suis parce que ça me parle, mais j'y ai pas tout le temps été, et c'est pas tout ce que je fais qui va jouer dans ces espaces-là. Donc oui, le hip-hop est partout, et comme dirait Lumi, il transcende chaque espace. Super. On va conclure ? Ouais, avec plaisir. Tu veux rajouter des choses qu'on n'a pas évoquées, qui sont importantes pour toi, dans tout ce qu'on a raconté là aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Alors, ma page Instagram. Non, je rigole. Non, je rigole. Je mettrai en lien, mais... Non, je dirais juste je me conseillerais et conseillerais aux autres de continuer à discuter, de continuer à co-construire, de continuer à poser des questions, et de dire toujours quand on a envie de dire ce qu'on pense. Et ta vie de danse ? Ah, ma vie... Elle est comment ? Tu devais la qualifier ? Je sais pas, je danse beaucoup en regardant les autres. Ouais, je danse beaucoup à travers les autres. Super. On finit par un tout petit quiz. Avec plaisir. Un danseur debout ? Je peux en citer plusieurs, si tu veux. Waouh. Ça va être trop dur pour toi. Ouais, il y en a pas. Danseur debout, Mathias Rassin. Voilà. Je pense que tout le monde comprendra pourquoi je dis Mathias Rassin. Et break ? Break. Oh là, c'est beaucoup. Abstract de Skills Method. Yann de Shrimp. Je sais pas, Pac, Thieu, Kiae. Oh, c'est dur comme question. Il y en a beaucoup. Hein. Ouais. Il y en a beaucoup, mais en tout cas, là, je t'ai donné des noms quand même. Et après, chez les big girls, je dirais aujourd'hui Chris, qui me touche Sissi, de Melting Force. En fait, on a beaucoup de filles en France qui sont très très fortes en break. Hein. Ouais, carrément. Ouais, voilà. Un endroit public pour danser ? Un endroit public pour danser ? Un endroit public pour danser. Attends, je réfléchis. Il y a un endroit que j'ai toujours pas fait là en fait. J'habite à Saint-Denis maintenant depuis 1 an, et juste à l'entrée de mon bâtiment, il y a un marbre, que je regarde à chaque fois que je rentre, mais que j'ai pas encore investi. Tu dis qu'il est pour toi. Ouais, il va falloir que je m'y mette. Ouais. La pièce qui parle le mieux de toi, de ton répertoire ? Wildcat. D'accord, ok. Et une rencontre qui a tout changé ? Je peux dire plusieurs. Ouais, tu peux. Ah ouais, allez, Dire Corel, ouais. Chloé Le Nôtre, Sébastien et Andy Wang, Sébastien Ramirez et Andy Wang, Johanna Faye, Céline Gallet, Marion Paupinet, carrément. Gilles, j'ai oublié Gilles Comica, pardon. Enfin, je sais pas, il y a plein de gens qui ont changé plein de choses. Amala Dianor, il a changé des choses. Claire Verlet, ouais. Elsa Sarfati, Armel Vernier. Et tant d'autres. Et tant d'autres, ouais. Et pour créer, alors, il suffit de quoi, finalement ? Pour créer ? Ouais.
Je pense que pour créer, il suffit d'avoir les yeux grands ouverts. Ok, merci infiniment Saido. Merci à toi. Merci, salut, ciao ciao. Avec plaisir. Ciao. Voilà, clap de fin, à très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.